troisième étape. Concernant la troisième étape de dépôt d'une candidature EIC accélérateur, à savoir le grand oral. Quelques petites informations pour démarrer. Alors, je vous remercie d'avance pour couper vos micros et aussi vos caméras. Ce webinaire se veut interactif. Donc, surtout, n'hésitez pas à utiliser l'onglet discussion pour écrire vos questions ou lever la main en cours d'atelier. La présentation vous sera envoyée par mail. Et puis, ce webinaire est effectivement, comme vous l'avez entendu, enregistré et sera disponible en replay. Ce webinaire, en fait, aujourd'hui, il s'inscrit dans le cadre du réseau Noé. Du coup, Pierre, je te laisse la main pour présenter ce réseau régional. Oui, merci Rosanne. Oui, donc ce webinaire est organisé dans le cadre du réseau Noé. Le réseau Noé, c'est simplement un réseau d'acteurs qui sont basés en Bretagne et qui se coordonnent dans leurs actions pour mieux accompagner les entreprises au financement européen. Mieux se coordonner, c'est organiser en commun des webinaires. C'est faire des rendez-vous en binôme pour vous apporter un maximum d'éclairage lors de rendez-vous. Et puis, l'objectif final, c'est d'avoir un maximum d'acteurs qui participent et qui décrochent des projets. Voilà. Et donc, du coup, on passe peut-être à la slide suivante. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a 2 membres du réseau Noé qui sont présents. Les 7 technopoles de Bretagne et puis BDI. Donc, moi, je vais commencer, je travaille à BDI. L'Agence de développement économique de la région Bretagne et je suis BDI membre d'un réseau européen qui s'appelle EEN, dont l'émission c'est d'accompagner les entreprises au financement européen et à nouer des partenariats avec des entreprises et des laboratoires au niveau européen. Voilà. Et je te repasse la parole, Rosanne. Oui. Donc, Rosanne Levaillant, et puis il y a ma collègue également, Pauline Presse, qui est là aujourd'hui. On fait partie de l'équipe Europe des 7 technopoles de Bretagne, qui propose un service d'accompagnement à l'ensemble des entreprises innovantes régionales souhaitant participer à des projets européens, souhaitant avoir de l'information et du conseil sur des financements européens. Donc, surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous. Au programme aujourd'hui, donc nous aurons l'intervention de Javier Etchari, qui est membre du jury EIC Accélérateur, qui va nous donner les clés pour bien comprendre le cadre du grand oral et pour aussi mieux vous y préparer. Et puis, nous aurons le témoignage précieux de Sarah Le Templier, qui va nous faire un retour d'expérience de l'entreprise Pera Pharma, qui a été lauréate au dernier appel. Et nous aurons en fin de webinaire une longue session de questions-réponses. Je vous ai juste mis, on vous a mis ici, pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure européenne de l'EIC Accélérateur, des éléments d'information en matière d'appui financier. Alors, effectivement, vous pouvez faire appel à nous, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Nous, notre accompagnement est gratuit sur l'ensemble de la chaîne, de la sensibilisation des financements européens jusqu'à la gestion de projets européens. Mais vous pouvez avoir besoin de vous appuyer sur une expertise spécifique, notamment en matière d'écriture de candidature. Et dans ce cadre-là, vous pouvez bénéficier d'une aide financière de BPI qui pourra intervenir à hauteur de 50% du coût de la prestation de ce cabinet conseil. Donc là encore, on peut vous informer plus précisément sur cet aspect-là. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, je vais laisser la parole à Javier pour pouvoir rentrer dans le sujet. Merci. Merci, Rosanne. Bonjour à tous. Je me présente. Je suis Javier Etchari. Je suis membre du jury du EIC Accélérateur. J'étais membre du jury depuis le début de ce nouveau programme de l'Union européenne qui se permet d'investir directement dans les sociétés, non seulement de vous donner la partie subside, mais aussi la partie equity. Alors, ça fait quand même quelques années
d'expérience avec la commission dans ce sens, avec les particularités et aussi avec les sociétés qui se présentent, une évolution qu'on a vue, qu'on a constatée des dossiers parmi tous ces temps. Mon but aujourd'hui, c'est de vous parler exclusivement de la partie entretien et de vous donner une vision très pratique de comment ça se passe, de manière à avoir un maximum de temps pour le Q&A. N'hésitez pas à garder toutes vos questions, les poser dans la partie dialogue et on en fera ensuite un peu ces retours. Donc, très rapidement, si on commence et on passe au slide suivant, s'il vous plaît. L'entretien, fondamentalement, l'idée que j'aimerais bien vous transmettre, c'est que l'entretien, c'est fondamentalement comme un deuxième entretien avec des investisseurs potentiels. Ça veut dire, ils connaissent votre dossier, ils l'ont déjà étudié, ils ont une connaissance probablement assez bonne du marché auquel vous vous attaquez. Ils connaissent ou pas la technologie avec des nuances là-dedans, mais vous êtes invité à ces deuxièmes rendez-vous. Ça veut dire qu'ils ont déjà vu votre première présentation, l'information leur est arrivée d'une manière. Pour nous, c'est la même chose. Et quand vous arrivez chez nous, on connaît déjà votre dossier, on a lu chaque page que vous avez écrit dans ces longs dossiers qu'on présente à la commission. On a vu votre vidéo, on a fouillé dans votre page web, on a fait des recherches des marchés, etc., avant de vous inviter. Et puis, nous, les jurés, on a l'avantage d'avoir aussi reçu le feedback des évaluateurs qui ont déjà étudié votre dossier, qui l'ont classé favorablement pour vous inviter, mais qui ont peut-être des questions ou qui nous suggèrent peut-être approfondir dans certains domaines, dans certains aspects de votre présentation. Donc, c'est un rendez-vous investisseur, mais il y a quelques différences. Et la différence, c'est que vous n'allez pas boire un café avec nous. C'est un jury indépendant. On a très peu de temps pour vous poser énormément de questions. Il y a une absence de contact dans ces sens. On est un petit peu froid, comme un grand oral. Mais c'est plutôt bien fait. On ne veut pas vous faire peur, mais le format qui nous est imposé est un petit peu froid. Alors, parce que le temps est très limité et qu'on aura beaucoup trop de questions à vous poser, on va être un peu impoli. On va vous poser des questions très directes, de manière un peu brutale. Parfois, les questions vont être un petit peu provocantes. Il y a toujours un but pour ça. Et vous avez un autre petit problème, c'est que le jury est composé des gens comme moi, des nationalités différentes, pour lesquelles l'anglais, dans la vaste majorité, n'est pas la langue maternelle. Donc, vous allez avoir des questions-réponses avec un petit accent coloré en anglais. Donc, il faut faire face à ça et il ne faut pas hésiter à poser la question et dire, bon, je n'ai pas compris votre question, est-ce que vous pouvez me la reposer? Ça ne pose aucun problème, tout le monde est au courant de ces petits soucis des langues. Par contre, une grande différence avec l'entretien investisseur, c'est qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et nous, en tant qu'investisseurs, on ne peut pas investir chez vous, on ne peut pas être impliqué dans un de vos concurrents, par exemple. Donc, il y a vraiment un code de conflit d'intérêt à respecter. Et surtout, on n'a aucun intérêt à obtenir de l'information de votre part pour essayer de la filer à quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est très strictement contrôlé par la commission. Du coup, vous avez un environnement qui est assez sûr. Mais faites-vous à l'idée que vous êtes avec des investisseurs pour pouvoir vous poser des questions très précises. On passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Et je rentre directement dans la partie des 10 minutes qu'on vous alloue pour faire une présentation de tout ce que vous avez fait avec votre société jusqu'au point où nous en sommes. Alors, 10 minutes, c'est extrêmement court. Vous allez devoir faire un choix entre une présentation très théâtrale, télévisive, etc. Ne le faites pas. Allez directement au but. Le contenu est extrêmement important. Je vous donnerai quelques tips par rapport à l'équipe et comment est-ce qu'on présente, mais surtout, centrez-vous sur le contenu. Et centrez-vous sur la partie marché davantage que sur la partie technologique. Alors, pourquoi j'ai dit ça? La partie technologique a déjà fait l'objet d'une évaluation préalable avant d'arriver chez nous. Alors, forcément, on va vous poser des questions sur la technologie parce que parmi les membres du jury, ce qui est normal, c'est qu'il y ait au moins un des membres du jury qui soit technique dans les domaines d'expertise précises des sociétés qui présentent.
Mais, et on vous posera des questions, mais le souci fondamental du jury, ça va être de savoir si vous êtes capable d'amener votre société au marché, avoir un succès commercial dans ces marchés et devenir une société pionnière, leader dans votre segment du marché. Et ça, c'est notre but en tant que jury. Alors, gardez ça en tête parce que quand vous devez faire des choix par rapport au temps, ayez directement cette pensée et pensez vraiment quels sont les soucis d'information que nous allons avoir déjà. Alors, marché. La stratégie des marchés, comment vous allez amener votre société au marché, pourquoi vous présentez ces stratégies de commercialisation, ces stratégies de partnership avec l'un ou l'autre partenaire stratégique, par exemple, peut-être technologique ou pas, tout ça, c'est très important pour nous. Ne manquez jamais du temps pour ça. Vous allez devoir nous convaincre. Si on passe au slide suivant, je continue un petit peu avec les marchés. Vous allez voir, non seulement nous voulons savoir que si vous êtes capable de vous attaquer à ces marchés et avoir du succès, mais nous voulons savoir si vous avez suffisamment étudié ces marchés, si vous les connaissez bien, si vous les maîtrisez bien. Alors, la manière de faire que nous avons, c'est vous poser des questions pour être absolument rassuré que la demande existe. Et si vous faites le travail en amont, ce que je vous suggère, c'est d'avoir toujours des letters of intent qui démontrent qu'il y a une demande existante, qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour votre produit, qui a testé à l'occurrence, qui est en rapport avec vous. Si en plus, vous venez avec un réseau de distribution, il y a quelques distributeurs qui vous envoient des letters of intent qui disent nous, on veut absolument incorporer ces produits dans notre catalogue. Par exemple, tout ça, ça renforce cette idée que vous avez déjà fait le travail, le homework, pour préparer votre entrée dans les marchés. Même si ce n'est pas encore prêt, même si ce n'est pas encore le jour parce que vous avez une partie TRL à faire évoluer avant de vous attaquer des plein pieds au marché, c'est très important que vous ayez déjà travaillé toutes ces parties marché. Parce que c'est la partie dans laquelle la concurrence est la plus dure dans le cadre de l'EIC Accelerator. Donc, vos partenaires peuvent être de nature très différente. Vous allez avoir des distributeurs, mais par contre, il y a d'autres sociétés qui vont avoir des hôpitaux comme partenaires, ou des centres de recherche, ou des partenaires stratégiques qui vont rajouter les produits dans leur suite de produits, des softwares, dans les marchés. Tout ça, c'est très ouvert. C'est à vous de juger qui sont vos partenaires stratégiques et vous nous montrez que vous êtes déjà en conversation très avancée avec eux. Il y a une partie que je vais insister un peu dans la présentation, c'est la concurrence. Des sociétés qui nous présentent un produit, un projet, etc., et qui nous disent qu'il n'y a pas de concurrence, on n'y croit pas. C'est pour cela que l'IIC Accélérateur a évolué. Maintenant, il y a un chapitre dédié à la concurrence que vous devez absolument remplir. Alors, la concurrence est toujours dure. Ne minimisez pas la réaction que la concurrence peut avoir par rapport à vous. Peut-être leur produit n'est pas aussi bon que le vôtre technologiquement parlant, mais ils sont déjà dans les marchés et ça, c'est un grand atout pour eux. Alors, dans votre stratégie, celle que vous demandez de nous présenter, parlez-nous de la concurrence, non seulement de leurs produits, de leurs vertus ou pas technologiques, mais parlez-nous de leur réseau de distribution, parlez-nous de leur prix, parlez-nous de leur stratégie et les barrières qu'ils essayent de mettre en place pour vous empêcher de rentrer. Parce que ça va nous permettre à nouveau d'évaluer que vous savez à quoi vous vous attaquez. C'est très important. Je sais que la commercialisation est un aspect un peu difficile parfois parce qu'on n'a pas toute l'information, mais vous vous attaquez à un marché, il faut que vous vous débrouillez pour avoir un maximum d'informations sur la concurrence. Et puis, et je vais parler dans un instant, cette vision client de marché, ce n'est pas seulement ce que vous pensez de marché, on veut savoir, comme je vous ai dit, que la demande existe, que la solution fonctionne, qu'il y a des partenaires stratégiques. Et donc, du coup, on veut savoir aussi quel est le return on investment pour le client. Non, mais mon client achète mon produit et basta. Oui, mais non, pas exactement. Il y a pas mal de solutions qui obligent un client à changer peut-être leur méthode de production. Il y a peut-être d'autres investissements qui doivent être faits pour incorporer votre solution dans la manière comme le client fonctionne. Alors, tout cela n'est pas à minimiser parce que si moi, je suis
je suis votre client, je vais évaluer tout cela quand vous me présentez votre produit, d'accord? En tant que jury, je vais essayer de me placer à la place du client et je veux savoir si vous avez fait le même exercice. Si vous savez, si vous vous posez les questions que les clients se posent avant d'incorporer votre produit. Alors, si vous nous donnez ce type de réponse et on voit que vous connaissez votre client, les soucis de vos clients, à quoi vous venez avec une solution valable, mais aussi avec des contraintes, le plus crédible, le mieux ça sera pour la compréhension que nous aurons de votre dossier, et forcément sur l'évaluation que nous allons faire. Donc, les letter of intent comme toujours, mais la partie des clients est extrêmement importante. Je vous mets là, vous présentez en équipe. Tout ça, c'est une aide-mémoire. Vous allez recevoir les slides ensuite. Donc, je vais parler de manière un peu plus libre, mais on passe au slide suivant, s'il vous plaît. Vous avez eu 10 minutes pour présenter les choses. Vous avez fait un choix sur les sujets que vous allez aborder pendant votre présentation, sachant que nous connaissons déjà votre produit, votre dossier et votre marché. Donc, faites ce choix. Et maintenant, vous arrivez aux 35 minutes de questions-réponses. Alors, j'essaie de vous transmettre un petit peu comment ça se passe. Ça se passe mal, en simple. Pourquoi? Il y a trop de questions, il y a trop peu de temps. Les jurys vous posent des questions de manière absolument chaotique, apparemment chaotique. Pourquoi? Parce que chaque jury vient d'un parcours différent. Parfois, vous aurez des jurys technologiques, des jurys financiers, des jurys de access to market. Et donc, chacun va vous poser des questions par rapport à son domaine d'expertise et aussi par rapport à les soucis qu'ils ont eus quand ils ont lu votre dossier. Par contre, la manière dont on vous pose des questions, il n'y a pas d'ordre. Donc, on va par ordre alphabétique le plus souvent, par ordre des présentations. Nous, on connaît cet ordre-là, vous pas. Ce n'est pas important. Ce que vous devez savoir, c'est que les questions vont être un peu… je vous pose des questions sur le marché et mon collègue vous pose des questions de financement. Et puis, un troisième collègue revient sur le marché et le quatrième vous pose des questions technologiques. Tout ça, c'est normal. Alors, soyez prêts à ça, soyez calme avec ça. Vous connaissez votre dossier, vous connaissez votre produit et votre marché mieux que personne. Et rappelez-vous bien de ça. Vous les connaissez mieux que nous. Mettez cette connaissance en avant. Faites-nous savoir que vous êtes en maîtrise de votre marché et ça se passera très bien. Donc, soyez calme par rapport à ça. Simplement, c'est important que vous sachiez que ça se passe comme ça. Et venez et présentez en équipe. Je répète ça et c'était dans les slides précédents. Pourquoi? Parce qu'un des mandats que nous avons en tant que jury, c'est d'évaluer si vous, en tant qu'équipe, vous êtes l'équipe gagnante. Si vous êtes l'équipe qui est capable d'amener ce projet à bien, amener ces projets technologiques à sa fin et amener ces projets de marché à son succès commercial. Alors, c'est très important d'avoir des gens qui interagissent différemment avec nous. Si vous avez un chef de technologie, un CTO, et vous avez les CEO, et tous les deux se comportent très bien en équipe, et on voit les capacités de l'un et de l'autre, super. Si vous avez une troisième personne, encore mieux. Cette troisième personne peut être la partie marché, ou peut-être la partie finance. C'est à vous de choisir qui présente, mais il faut qu'il y ait une interaction d'équipe. Parce qu'on va regarder, on va évaluer l'interaction entre vous. On va voir s'il y a quelqu'un qui parle, les autres ne parlent pas. On va voir s'il y a un respect dans les domaines d'expertise de chacun et les uns tiennent en compte les opinions des autres. Ça se voit très clairement dans un entretien. Et parfois, on va vous poser des questions pour vous provoquer. Alors, ne soyez pas choqués. Je vous ai dit que c'est un exercice inconfortable. On va peut-être vous poser une question naïve, idiote. Je vais venir vous dire, vous savez, moi, votre produit, ça ne me convainc pas, j'ai autre chose qui fonctionne très bien, alors pourquoi je changerais? Bon, je vous rassure, on n'est pas idiot dans les jurys, on vous pose parfois des questions idiotes pour vous provoquer, pour voir comment vous défendez votre dossier, pour voir comment vous réagissez, comme si j'étais un client et vous devez me convaincre des vertus de votre produit. Donc, parfois, on vous pose des questions un petit peu naïves, c'est fait exprès. Soyez prêts à ça, parce que le but, c'est de savoir comment vous vous comportez en tant qu'équipe, qui va prendre la défense des produits, comment vous allez vous comporter pendant ces temps. Donc, tout ça, normal. Ne soyez pas frileux à défendre votre produit, vraiment bec et ongle. C'est pour cela que vous êtes dans cet entretien.
L'entretien des 35 minutes, c'est aussi le moment de clarifier des petits points technologiques. Peut-être le jury vous posera des questions, peut-être pas, mais c'est aussi votre temps de Q&A. Donc, vous pouvez mettre des choses en avant. Il n'y a aucune interdiction qu'à la fin des premiers tours de questions, vous veniez avec des aspects supplémentaires que vous voulez mettre en avant. Utilisez ces temps-là. Si on vous les donne, super. Sinon, vous les prenez pour autant qu'il y ait 35 minutes, vous l'utilisez jusqu'à la dernière seconde et vous clarifiez des points. Si vous avez des slides supplémentaires en annexe que vous avez gardé un petit peu là pour justement clarifier ces points technologiques, ça vous aide. Donc, gardez en tête que c'est votre temps. On passe au slide suivant, s'il vous plaît. Et je reste dans les 35 minutes. Les chiffres. Bon, je vais être méchant ici. Nous voyons de plus en plus des dossiers qui sont préparés avec l'aide des consultants. Je n'ai aucun problème avec ça, bien le contraire. C'est un dossier très lourd, un support avec quelqu'un qui peut vous aider, que ce soit le réseau Noé, que ce soit des consultants privés, etc. Je n'ai aucun problème avec ça en tant que jury. Là où j'ai un problème, c'est si je vous pose des questions sur les chiffres pour savoir quels sont les éléments constitutifs de votre évolution des ventes, l'élément constitutif de vos coûts, des marges bénéficiaires ou de l'évolution des marges bénéficiaires ou des client acquisition cost et pourquoi c'est plat et pourquoi vous n'avez pas prévu un client acquisition cost décroissant, par exemple, ou des marges bénéficiaires décroissantes, ou pourquoi vous ne me donnez pas des chiffres sur les clinical tests, sur les différentes phases des clinical tests, là, ça va me poser des questions. Ça va me poser des questions si c'est un dossier qui a été préparé, très bien préparé par les consultants, mais que vous ne maîtrisez pas, ça me pose problème. Ça me pose problème. Donc, il faut absolument que l'équipe garde les mains sur le guidon dans la présentation du dossier et dans la construction de ces dossiers. C'est super d'avoir de l'aide, fantastique si vous pouvez mais vous gardez toujours les mains dessus et vous devez maîtriser absolument le dossier et vos chiffres parce qu'on va poser des questions sur les chiffres. Et ça ne sera pas des questions superficielles, on va rentrer dedans. Plus vous venez spontanément avec ces nuances dans les chiffres, plus crédible vous serez. Vous allez voir, je vais revenir sur la question des crédibilités ensuite. Encore une slide, s'il vous plaît. Quelques nouveautés. Je ne veux pas rater l'occasion de vous parler des nouveautés. Il y a eu quelques nouveautés dans les projets, dans les EIC Accelerator, et encore, il y en aura d'autres. Mais pour l'instant, ce que je veux vous faire remarquer, si vous optez pour les grant only, vous devez absolument justifier que vous avez les ressources nécessaires, y compris le capital, pour amener à bien votre projet jusqu'au bout. Et on va vous poser des questions. Qui sont vos investisseurs? Combien d'argent ils vont mettre? Est-ce que vous avez déjà négocié une valorisation? Quels sont les milestones que vous avez négociés avec vos investisseurs, etc. Si c'est blended, c'est un peu la même chose, sauf que, et vous allez voir pourquoi, sauf que vous devez être très avancé dans vos conversations avec les investisseurs. Et quand je dis très avancé, c'est très avancé. Pourquoi? Et je saute un petit peu en dessous de cette slide. Les nouvelles normes demandent que pour que les EIC Funds puissent investir de l'equity chez vous, eux, ils restent en minorité et pourtant, vous devez avoir des investisseurs privés en majorité et que parmi ces investisseurs, il y a un lead investor qui soit nouveau dans le capital. Pas un investisseur existant, mais un nouveau. Et les EIC Funds font ceci pour éviter des conflits d'intérêts quand il s'agit de fixer la valorisation du tour d'investissement suivant. Alors, pour arriver à ces points, ça veut dire que vous devez être en conversation très avancée avec les investisseurs. Et c'est pour cela que je vous insiste sur ce point vraiment de conversation très avancée. Il y a une option qui est un peu plus simple, qui vous fait gagner du temps fondamentalement. C'est les Grant First. Je parlais toujours de gagner du temps parce que finalement, les conditions sont les mêmes. Alors, ici, il y a une petite errata. Ce n'est pas préférable, mais c'est acceptable. Dans les Grant First, c'est très bien si vous êtes en conversation préliminaire avec les investisseurs. Parce que ce que veut dire, c'est j'ai besoin du subside d'abord pour faire avancer mon produit ou ma technologie en TRL, de manière à pouvoir m'attaquer au marché un peu plus tard. Et m'attaquer au marché veut dire aussi m'attaquer au marché de financement un peu plus tard. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas au courant de quel est mon marché financier, quels sont les investisseurs potentiels auxquels je devrais inviter, avoir une réunion avec eux, avoir un petit peu de feedback, etc.
mais ça vous permet de gagner du temps. Et donc, du coup, le jury est un peu plus soft avec la partie Grant First ou les propositions Grant First, pour autant que vous sachiez où vous allez, tant dans les marchés que dans la technologie que dans les marchés investisseurs. Donc, il est acceptable que vous ne soyez pas trop avancé, mais gardez bien en tête qu'il faut déjà un certain niveau de contact. Niveau de risque. Attention, vous savez que vous devez clarifier les niveaux de risque dans votre dossier. Si vous venez avec un niveau de risque qui est low, dont l'impact est low, et ceci pour le marché et pour la technologie et pour la commercialisation et pour les access to finance, alors qu'est-ce que vous faites ici avec les EIC Accelerator? S'il n'y a pas de risque, ça veut dire que vous pouvez très bien aller au marché et convaincre des investisseurs pour investir chez vous. Alors, le risque, c'est très bien de venir avec des risques précis, évaluer de manière sérieuse si c'est un haut risque ou un risque moyen. Ce n'est pas un problème. Si vous évaluez qu'il y a un risque commercial très élevé, c'est très bien. C'est pour cela que l'EIC Accelerator est là, mais il faut que vous le décrivez de manière très claire. Mais ce risque, au moins le risque technologique, doit être minimisé à la suite du grant, à la suite des work packages qui concernent le grant. Parce que le EIC Fund va vous demander d'avoir des co-investisseurs. Et pour cela faire, vous allez devoir gagner la confiance de ces investisseurs. Alors là, on est dans un espace qui est quand même très étroit. Ça veut dire, j'ai trop de risques aujourd'hui, mais une fois que vous me donnez les grants, je serai dans un niveau de risque acceptable pour le marché. Néanmoins, peut-être dans ma région, dans mon marché, dans mon secteur technologique ou segment de marché, il n'y a pas suffisamment d'investisseurs disponibles ou faciles à identifier. Et c'est pour cela que je demande les EIC Fund Investment. Ça, c'est un discours qui est cohérent et qui est valable. Donc, on est dans un espace un petit peu étroit, plus étroit qu'on aurait souhaité, mais c'est la réalité des choses. C'est comme c'est là que ça se passe pour l'instant. Dernier point de nouveauté, je sais que j'ai pris du temps ici, la contribution à la souveraineté technologique européenne. Ceci n'était pas dit noir sur blanc dans le passé, mais aujourd'hui, c'est dit noir sur blanc. L'Europe fait aujourd'hui très attention à que ce qui est financé en Europe reste en Europe, ou au moins que ça ait un impact très fort dans l'économie européenne et dans l'évolution du marché, de l'économie, de la technologie européenne. Donc, gardez ça un petit peu en tête pour vos justifications parce que c'est important. On passe maintenant à quelque chose de plus pratique, un peu plus joyeux. Je suis désolé pour la partie un peu plus lourde jusqu'à maintenant. Parlons des tips. Je vais me concentrer sur un tip. S'il y a un seul conseil que je vous donne et que j'aimerais que vous reteniez, c'est la crédibilité. Crédibilité dans tout ce que vous allez nous dire. Alors, comment est-ce qu'on obtient la crédibilité? Si vous allez me parler des réseaux de distribution et vous n'allez pas de letter of intent, il y a un problème. Parce que je peux vous croire ou pas, mais je n'ai pas la preuve qu'il y a des distributions qui sont prêtes à prendre votre produit et le récupérer. Si vous allez me parler de la technologie et des succès technologiques ou des résultats que vous avez eus, et je n'ai pas dans les dossiers quelque part un annexe qui me parle des résultats technologiques signés par un centre de recherche ou par une université ou par un centre scientifique, je peux vous croire ou pas. Mais forcément, je n'ai pas la même crédibilité que si je l'ai. Donc, travaillez un petit peu toutes ces parties de crédibilité de la part des tiers. La même chose quand il s'agit des data. Si vous me parlez d'un marché avec un TAM, un SAM et un SOM d'une certaine taille, j'aimerais bien que vous me citez quelles sont les études et les recherches sur lesquelles vous basez votre estimation de marché, des tailles de marché. Parce qu'autrement, bon, je peux vous croire ou pas. Donc, je reviens toujours à ces mêmes questions. Je peux vous croire ou pas, mais plus vous me démontrez des choses avec l'information des tiers, plus votre dossier sera crédible. On passe au slide suivant, s'il vous plaît. Et je continue dans la crédibilité. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Ce n'est pas une question des tiers, c'est une question de vous. Si vous venez avec un dossier et qu'il y a eu des changements dans l'équipe, des changements récents peut-être, donc du moment que vous avez présenté les dossiers papier au moment où vous présentez devant le jury, peut-être qu'il y a eu des changements d'équipe. Alors, mettez-les en avant, s'il vous plaît.
c'est quand même très inconfortable de devoir vous poser la question parce que moi, j'ai fait un check dans votre page web et j'ai trouvé que c'est lui ou celle qui était les CEO ne l'est plus, que maintenant, c'est les CTO. Bon, c'est très bien, ça peut se passer, mais mettez-les en avant parce que si vous attendez que je vous pose la question, bah forcément, ça va impacter un petit peu sur la crédibilité de votre dossier. Un deuxième point clé, l'intéressement de l'équipe. J'insiste à chaque fois sur ce point. Un des mandats que nous avons en tant que jury, c'est d'évaluer si l'équipe qui présente est l'équipe qui est capable d'amener ce bateau à port. Alors, si vous n'avez pas de part dans la société, si votre part dans la société est trop faible, rien ne me donne la confiance que demain, une société multinationale ne va pas offrir un poste avec des conditions économiques meilleures et vous piquer des membres de l'équipe qui sont clés pour le succès de votre société. Alors, plus il y aura un intéressement dans les capitales de la société de la part de l'équipe clé, plus la crédibilité de ces dossiers gagne. Donc, gardez ça en tête, c'est très important. Même chose avec les investisseurs potentiels, mais un petit peu différent. Je reviens à la partie LOI. Si vous avez des conversations avec les investisseurs, ils ne vont jamais vous signer un chèque en blanc, mais ils pourraient vous donner une lettre en disant bon, on a évalué la question, on est bien ces marchés, on voit une évolution, on est très intéressé à continuer nos discussions. Tout ça, ça rajoute à votre crédibilité. Le risque, j'en ai parlé, mais j'insiste ici. La concurrence, s'il vous plaît. J'ai parlé souvent de la concurrence. Une analyse de la concurrence complète, du prix, des produits, de la technologie, du réseau de distribution, des capacités financières de la concurrence. Tout ça, c'est très important. Si vous ne les connaissez pas, j'ai un problème à vous croire. Les slides de backup, et je le dis toujours parce que ça rajoute à la crédibilité, plutôt que mettre des slides avec, merci pour les 10 minutes, si vous mettez des slides dans lesquels vous parlez des aspects techniques, on perd du temps, mais si vous les gardez en annexe et dès qu'on vous pose la question, vous pouvez nous montrer un slide avec les résultats dans certains tests que vous avez fait, tout ça, ça rajoute à votre crédibilité. Et puis, il y a une question de spontanéité. Bon, chaque nationalité est différente. Moi, j'ai parlé beaucoup avec les mains, comme vous avez remarqué. Il y a le scandinave qui ne parle absolument pas de la même manière. Tout ça, c'est acceptable, on les connaît très bien, on voit des gens de toute nationalité. Mais ce qui ne change pas, c'est la qualité de l'information précise que vous nous donnez. C'est très bien d'être très émotif quand vous présentez, mais si vous n'allez pas droit au point que vous voulez faire, là, ça pose problème. On passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, en plus de crédibilité, je vais vous donner quelques tips pratiques. Bon, je vous ai déjà parlé de ces chaos, joyeux chaos, des questions tout azimut qu'on vous pose sans ordre apparent et on vous interrompt dans la présentation. Bon, il faut faire face à ça. Ça vous aide dans le sens que c'est très précis, très court. Si vous ciblez vos réponses dans des réponses très courtes, ça vous fait gagner du temps pour des questions supplémentaires. Ce n'est pas de la souffrance, ça vous aide à nous clarifier davantage les dossiers et à vous croire davantage. Donc, ceci vous aide, croyez-moi, même si c'est inconfortable. Si vous utilisez des consultants, je l'ai dit déjà, donc maîtrisez les dossiers vous-même, c'est très important. Et maintenant, l'équipe. Je sais qu'il y a des membres dans l'équipe qui parlent mieux anglais que d'autres. Je sais très bien que c'est plus facile si la présentation principale est faite par une seule personne, peut-être, mais les questions-réponses, il faut que ça soit partagé. Parce qu'on veut voir qui maîtrise quel dossier, on veut voir l'interaction entre vous. C'est très, très important, je n'insisterai pas suffisamment jamais. Donc, s'il vous plaît, venez en équipe et présentez en équipe au moins les Q&A, les questions-réponses. Type suivant, slide suivant, s'il vous plaît. Alors, la valorisation de votre entreprise. Bon. Le EIC Fund envoie normalement une personne, un manager, à faire partie de cette interview. Et eux, ils ont entre 5 et 10 minutes pour vous poser des questions. Et on va poser des questions sur votre interaction avec les investisseurs. On va vous poser des questions sur la valorisation que vous estimez avoir pour votre société.
on voit des choses et on entend des choses qui sont absolument folles. Donc, on voit des valorisations au-delà des 60, des 80, des 100 millions d'euros pour la partie EIC Funds. Excusez-moi, si vous êtes à 100 millions d'euros de valorisation, qu'est-ce que vous faites ici, puisque vous êtes déjà dans les marchés? Donc, il y a des gens qui pensent que puisque c'est de l'argent public, je peux demander tout et n'importe quoi. Ça ne va pas du tout. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt que de donner une valorisation X, c'est de donner une fourchette quand vous vous posez la question. Ce n'est pas un critère pour les jurys, mais c'est sûrement un critère pour les EIC Funds ensuite. Mais pour nous, ça nous donne aussi un petit repère de crédibilité. Et donc, si vous mettez en avant une valorisation des sociétés, puisqu'on vous pose la question, pourquoi pas utiliser une fourchette de valorisation, par exemple liée au TRL et au BRL que vous obtiendrez avant le moment où vous commencez les négociations pour le tour de financement suivant. Bon, si on arrive à cette IRL dans un certain temps et qu'en parallèle, on est arrivé à un BRL X ou à un développement de marché X ou à signer autant de contrats de distribution ou à arriver à un clinical trial phase 1, phase 2, ben alors du coup, on estime que notre valorisation pourrait être entre ceci et ceci. Ce type de réponse est crédible, ça donne une marge de négociation, ça ne ferme pas des portes, ça vous présente aussi comme quelqu'un qui connaît bien le marché, les fonctionnements du marché. C'est une suggestion, à vous de voir comment vous voulez jouer cette carte-là, mais voilà, c'est les sortes de choses que j'aime. Les cap tables. Bon, les dossiers de la commission n'est pas très facile à gérer. Remplir ces fameux dossiers n'est pas facile. Et quand on arrive au cap table, parfois on voit des incohérences assez importantes. Ce qu'on met dans la partie écrite ne correspond pas au fichier à finance, en Excel, qu'on vous demande de remplir. Alors, mettez bien un cap table en avant. Si vous avez des investisseurs trop atomisés parce que vous avez beaucoup de business angels, vous pouvez les regrouper. Ce n'est pas un problème. Mais il faut absolument que votre cap table, l'addition de votre cap table soit 100%. Autrement, il y a un problème. Si vous avez une maison mère, par exemple, vous faites partie d'une société un peu plus grande, néanmoins acceptée dans le cadre de ces EIC Accelerator, mettez-nous quel est le pourcentage de capital de cette société mère. C'est très important de savoir pour nous. Donc, il faut absolument une transparence totale sur les cap tables. Et je mets ici un petit point sur les investisseurs hors Union européenne. C'est très bien d'avoir des investisseurs hors Union européenne, ça ne pose aucun problème. Simplement, si eux, ils ont un poids prépondérant dans la société, on va nous poser des questions par rapport au futur de la société. Est-ce que le futur va être ici, aux États-Unis ou en Chine? Et donc, du coup, soyez transparents, expliquez bien pourquoi vous avez des investisseurs hors Union européenne et ça se passera très bien. Slide suivant, s'il vous plaît. Des choses perso. Donc, vous prenez pas, c'est mon opinion très personnelle. Des choses que j'aime. J'aime les équipes complémentaires, des gens très différents de background, des gens de commerce ou de marché, et des gens technologiques et des gens de gestion. Tout ça, c'est très bien, mais que ça soit complémentaire. Le business plan. Bon, les business plans, nous savons tous que le futur nous dépare des surprises. Et un business plan qui est fait par étapes, pour moi, ça donne une certaine crédibilité supplémentaire parce que ça permet de s'adapter aux circonstances. Les slides en annexe, je vous en ai parlé, les réseaux stratégiques, les partenaires stratégiques, autant technologiques que marché, c'est très important de les établir en avant. Moi, j'aime très bien quand vous avez fait le travail en amont et que avant d'arriver au marché, vous connaissez les marchés parce qu'eux-mêmes, ils vous aident à connaître les marchés et à connaître la technologie. Et les analyses de concurrence très réalistes et complètes, je vous ai déjà parlé. Maintenant, des choses que je n'aime pas dans les slides suivants. Qu'est-ce que je n'aime pas? Je n'aime pas les vidéos dans les présentations. C'est lourd, ça casse complètement le rythme de présentation, on ne sait pas qui l'a fait, tout ça c'est édité, ce n'est pas spontané. Je vous conseille de ne pas les faire. Je n'aime pas les leaders qui ne laissent pas la place à d'autres membres de l'équipe pour répondre à des questions ou pour présenter ou qui s'imposent avec une opinion supplémentaire. J'aime beaucoup mieux quand ça se passe de manière très fluide.
Je n'ai pas non plus les sociétés qui viennent un CEO qui a été nommé quelques jours avant l'interview. Ça peut se passer, mais s'il vous plaît, si c'est le cas, mettez-les en avant très tôt dans votre présentation. Bah voilà, moi je suis nouveau, je viens d'arriver il y a 3 semaines. Pourquoi? Pourquoi on m'a engagé? Donc c'est très important s'il y a des changements d'équipe, je vous l'ai déjà dit. Je n'aime pas les équipes qui n'ont pas de part dans le capital ou qui ont trop peu de part dans le capital pour la question des soucis sur cette équipe à long terme dont je vous ai déjà parlé. Le fundraising. Alors, si vous avez un fundraising imminent et que vous ne l'avez pas mis en avant, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Peut-être, je peux accepter que du moment que vous avez présenté les dossiers écrits au jour du jury, de l'interview avec le jury, les choses se passent et du coup, les choses se précipitent et vous avez un fundraising imminent ou voire déjà fait. Mais si vous ne le mettez pas en avant, j'ai l'impression que vous essayez de tricher. Et donc, du coup, ça se passe très mal ensuite. Donc, s'il y a un fundraising imminent, soyez très transparent, donnez-nous l'information, donnez-nous tout ce que vous pouvez nous transmettre. Il y aura peut-être des informations confidentielles, mais je vous assure, les cadres du jury est tout à fait confidentiel. Et donc, du coup, on aimerait savoir ce qui se passe derrière. Je n'ai pas l'inventeur sans entreprise ou l'équivalent qui est l'ingénieur insatisfait. Ça veut dire qu'on continue à développer des produits ou à améliorer un produit existant, mais on ne pense jamais à la société, on ne pense jamais aux moyens financiers de la société, on ne pense jamais à comment est-ce qu'on va attaquer les marchés, comment est-ce qu'on va attaquer la concurrence. Je n'aime pas non plus les scientifiques qui ont un pourcentage de capital extrêmement élevé alors qu'ils fournissent pas beaucoup de travail dans la société. Et ceci nous arrive régulièrement dans les cadres des sociétés qui sont des spin-offs universitaires. Je sais que ça se passe différemment dans l'université, mais il faut que les choses soient négociées de manière équilibrée. Donc, tenez ça un peu en tête. Et je n'aime pas non plus, comme je vous l'ai dit, les valorisations au-delà de tout ce qui est raisonnable, parce que ce n'est pas parce que c'est de l'argent public que c'est de l'argent bête, bien au contraire. Et finalement, dans les slides finales, si je ne me trompe pas, les temps de présentation est évidemment à vous, mais les temps de Q&A est à vous aussi. Utilisez ces temps-là, présentez comme vous voulez, répondez comme vous voulez. Vous connaissez les marchés, vous connaissez les produits mieux que personne dans cette interview. Et donc, pourtant, c'est à vous de défendre votre dossier avec conviction. Tout ce que vous allez travailler pour prêter un dossier, ce n'est pas du travail perdu, même si vous n'êtes pas retenu, parce que ça va vous servir énormément quand vous serez en face des investisseurs et on va vous poser les mêmes questions par rapport au dossier, les mêmes questions par rapport au marché, les mêmes questions par rapport à la concurrence. Donc, je pense que ce n'est pas du temps perdu, même si vous ne gagnez pas. Si vous gagnez, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense qu'on est encore dans les temps, ou presque. Et je reviens vers Rosane et Pauline pour la suite. Merci beaucoup, Javier. C'est pile poil dans le timing. Impeccable, je m'améliore. Parfait. Alors, avant de passer à la session questions-réponses, d'ailleurs, vous pouvez écrire vos questions dans l'onglet discussion ou lever la main tout à l'heure, on vous donnera la parole. Donc, avant cette session, je vais maintenant passer la parole à Sarah Le Templier de la société Pera Pharmaceuticals qui vient de remporter l'IIC Accelerator et qui a donc passé le grand oral très récemment. Elle va partager son expérience. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Bon, désolée pour le fond, je prends le train juste après, donc je fais ce webinaire depuis ma voiture. Rapidement, Pera Pharma est une société de biotechnologie donc qui développe et qui recherche et qui développe des candidats médicaments et en particulier pour les déficits cognitifs associés à la trisomie 21 et à la maladie d'Alzheimer. Pour cette présentation courte avant la phase de questions-réponses, je vais me concentrer sur tous les détails techniques et administratifs qui ne sont pas forcément très intéressants, mais qui sont importants pour bien se préparer à l'oral et surtout évacuer le maximum de stress en se concentrant sur le fond et la préparation. Donc, tout d'abord, il faut savoir que dès l'instant où on a la notification selon laquelle on va passer l'oral de l'EIC, on est accompagné par la représentation française
à la Commission européenne. Donc, en l'occurrence, je crois que les 30 candidats qui passaient l'oral de la session de mars ont été invités à un webinaire de la représentation française, durant laquelle 3 sociétés déjà lauréates de l'EIC ont donné leur témoignage et ont également répondu à des questions. Donc, ça représente quand même un bon accompagnement. En plus, nous, on était accompagnés par des consultants, donc on avait aussi une préparation avec eux, une répétition avec eux. Maintenant, d'un point de vue technique, l'oral, alors évidemment, cette année, j'espère que ce sera à nouveau en physique, en présentiel l'année prochaine, mais pour l'instant, l'oral se passe en visioconférence. Ça se passe via la plateforme Teams. Donc, pour les habitués de Zoom, comme nous, il faut s'y préparer avant, ouvrir un compte Microsoft, télécharger l'application pour éviter d'utiliser le navigateur pour la connexion à Teams. Il peut y avoir une connexion Internet instable. Tout ça, c'est des détails pratiques, mais qui sont vraiment très importants pour se préparer au mieux à l'oral et se dégager d'un stress éventuel. On nous conseille de nous connecter 30 minutes à l'avance, donc avant la date indiquée de convocation. Et il faut savoir que durant ces 30 minutes, on ne fait strictement rien. Enfin, il n'y a aucune phase de validation ou quoi que ce soit. Donc, c'est de l'attente, mais au moins, vous êtes sûr de bien être connecté. Et la personne en charge de l'interaction avec la société s'assure bien que les participants à l'oral sont connectés à l'avance pour qu'il n'y ait pas de problème durant l'oral. Ensuite, au tout début de l'oral, il y a ce qu'ils appellent un ID check. Donc, c'est une validation. Il faut avoir son passeport sur soi. Et c'est une validation de l'identité qui consiste juste, sachant qu'on est en visioconférence, à montrer le passeport à l'écran et ils veulent vérifier que la photo du passeport correspond bien à notre tête. Ensuite, une fois que cet ID check est passé, on est mis en salle d'attente. Donc, cette fois-ci, nous, on était 3 durant la présentation, mais en tout cas, avec toutes les personnes de l'entreprise qui participent à l'oral, ça dure un petit quart d'heure. Et pendant ce temps-là, les jurés discutent de notre projet. Il me semble qu'il y a un rapporteur qui présente le dossier qu'il a lu dans le détail et les commentaires des examinateurs précédents aux autres jurés. C'est bien ça, Javier? Oui. Donc, en fait, quand on commence la présentation, il s'est déjà écoulé un petit temps entre l'ID checks et la salle d'attente, mais les jurés sont complètement mis au fait de notre projet, etc. Ils le connaissent déjà avant qu'on commence à présenter. La première partie dure 10 minutes, donc Javier vous en a parlé, c'est la présentation PowerPoint. C'est 10 minutes chronométrées. Et je pense qu'il faut absolument la préparer. Moi, ce que je vous recommande, c'est de la prendre par cœur. En l'occurrence, nous, on était 2 pour la présentation et nos consultants tenaient à ce qu'il n'y ait pas qu'une personne qui présente pour la problématique dont Javier vous a déjà parlé concernant la cohésion d'équipe, etc. Il faut absolument se préparer et s'entraîner le plus possible. Moi, je considérais qu'un certain nombre d'idées et d'éléments devaient être absolument transmis aux jurés durant cette présentation, parce que finalement, c'est un temps de parole libre et c'est le seul. Après, on répond aux questions. Et du coup, il était pour moi impératif vraiment d'apprendre par cœur cette présentation, déjà pour être sûr du temps qu'on faisait, et d'autre part, pour être certain de ne pas oublier quelque élément que ce soit. Mais bon, en l'occurrence, vous pouvez très bien avoir un mémo à côté de vous tant que c'est en visioconférence. Du moment que ça ne vous déstabilise pas, ce n'est pas un problème. Mais c'est vraiment, il ne faut absolument pas dépasser les 10 minutes. Et pour cela, il faut vraiment aussi que vous ayez bien préparé votre PowerPoint, puisque vous ne pourrez y apporter aucune modification. Il a été soumis à la phase 2 durant la full application. Et c'est ce PowerPoint que vous devez utiliser pour présenter à l'oral. Donc, il s'est quand même écoulé un délai de 2 mois à peu près entre la soumission et la présentation. Il faut que vous ayez travaillé et suffisamment accordé d'importance au PowerPoint au moment où vous le soumettez. Il n'y a aucune modification derrière.
Ensuite, la phase de questions-réponses. Effectivement, nous, ce qu'on nous avait vraiment conseillé, et je pense que ça a été important, c'était de montrer la cohésion d'équipe, tout simplement en se répartissant les questions, évidemment sans interrompre les personnes quand elles répondent, mais même sans forcément ajouter d'éléments si c'est vraiment pas ou si ça peut être superflu, tout simplement pour assurer une fluidité et montrer une bonne interaction entre tous les présentateurs. Donc, en l'occurrence, nous, on avait essayé de distinguer peut-être 2-3 messages qu'on voulait absolument faire passer aux jurés en plus du contenu de la présentation, et donc il fallait glisser durant cette phase de questions-réponses. Et donc, en plus d'avoir préparé et réfléchi aux questions en amont, on tenait à lancer des petits éléments ou des petits indices qui permettaient potentiellement aux jurés de rebondir, et en plus en passant quelques messages importants qui ne figuraient pas dans la présentation. Je vais m'arrêter là pour la présentation, on va dire, technique, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur le fond, des questions qui ont été posées, etc. Mais après, ce sera forcément notre expérience personnelle qui est subjective et qui est pas... on peut pas dresser des généralités à partir d'un exemple. Sarah, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit et la question que vous m'avez posée. Nous avons quelques 10 minutes, maximum un quart d'heure, avant votre présentation, et c'est les temps pendant lesquels on vous met dans une salle d'attente. Ces temps est utilisé pour se coordonner sur les différents points des dossiers que chaque jury a identifiés comme demandant davantage de clarification. Et donc, les dossiers, on les connaît tous, on l'a lu en détail, on a eu suffisamment de temps pour l'étudier. Mais ce qu'on met en rapport entre nous, c'est vraiment les aspects que les uns et les autres ont identifiés et qui méritent davantage d'explications. Et donc, ensuite de ça, on vous invite aux 10 minutes de présentation. Et pendant les Q&A, on fait ressortir justement ce que nous avons mis en commun pendant ces quarts d'heure, de manière, comme je vous ai dit, un peu chaotique, mais ça vient un peu de ce que chacun de nous a identifié au préalable, et puis on se coordonne un petit peu qui va poser quelles questions. Je vois qu'il y a une question dans l'onglet discussion sur la possibilité de montrer des éléments qui ne sont pas dans le PowerPoint durant la séance de questions de 35 minutes. Alors moi, je vais pouvoir répondre sur la partie visio, mais peut-être que c'est différent en présentiel. Alors, c'est la société, au moment de la présentation, qui partage son PowerPoint. Tout simplement, encore une fois, pour une question de fluidité, on peut pas toujours dire next slide, etc., comme l'a fait Rabiel cette fois-ci. Et donc, en fait, c'est la société qui présente. À partir de là, théoriquement, il serait possible d'ajouter des slides annexes à la présentation pour compléter, au vu des questions-réponses, potentiellement compléter des éléments qui ne figurent pas dans la présentation. Après, pour nous, ça n'a pas été possible, puisque juste à la fin des 10 minutes de présentation, l'organisatrice nous a demandé de couper le partage. Et donc, on se retrouvait, c'est plus facile pour discuter en fait avec les jurés. On se retrouvait directement en vidéo avec eux et on n'a pas eu la possibilité, enfin, on ne l'a pas demandé non plus, mais on n'a pas eu la possibilité de repartager à nouveau la présentation pour aller en annexe. Donc, peut-être que c'est différent en présentiel. C'est exact. En fait, vous avez toujours la possibilité de le faire. Simplement, il faut redemander à pouvoir partager à nouveau la même présentation, mais avec des slides en annexe. On marque clairement que c'est des slides en annexe. Et ça, vous avez toujours la possibilité de le faire. Et simplement, quand on fait la présentation en visioconférence, c'est quand même un petit peu inconfortable. Ce n'est pas facile à faire. En présentiel, c'est plus simple. Vous avez l'ordinateur devant vous et vous tapez de là-dessus, plus ou moins. Donc, vous avancez dans vos slides, y compris les slides des annexes. Mais c'est tout à fait correct ce que vous dites. Je peux vous poser des questions, Sarah. Moi, ce que
Et ce qui m'intrigue toujours, c'est votre vécu. Votre vécu, j'ai presque envie de dire émotionnel. Comment ça s'est passé pour vous alors que vous pressentiez et comment ça s'est passé pour vous quand le jury vous posait des questions? Au niveau de nervosité, au niveau de clarté dans les questions, au niveau de clarté dans les réponses, est-ce que vous avez eu des frustrations d'avoir répondu et peut-être ne pas avoir tout couvert? Parce que c'est des moments un peu stressants, forcément. Donc, Tout à fait. Alors, nous, on était un peu inquiets durant les phases d'attente, en fait, précisément parce qu'on ne savait pas exactement à quoi s'attendre. Donc là, j'ai expliqué, par exemple, qu'il ne se passait rien avant les 30 minutes, etc. Donc, on ne savait pas exactement comment ça allait se passer. Maintenant, quand la présentation a été lancée, on a déroulé, on était vraiment préparés pour la présentation orale. Donc, moi, je ne me suis posé aucune question et on a vraiment déroulé la présentation du mieux qu'on pouvait. Il n'y a eu aucune difficulté. Et le stress antérieur disparaît complètement une fois qu'on est à l'oral et qu'on doit répondre aux questions, etc. Après, personnellement, alors moi, j'ai été déstabilisée une fois au cours de l'oral parce qu'un juré m'a posé une question extrêmement précise sur en l'occurrence un fichier Excel. Je suis la directrice financière de Vera Pharma. Donc, un fichier Excel du document Financial Information qu'évidemment, je n'avais pas sous les yeux. Et il me disait qu'un élément n'était pas présent alors qu'il devrait y être. Donc, ça m'a déstabilisée. C'est, je pense, une façon pour le jury de voir la cohésion d'équipe parce qu'en l'occurrence, notre directeur général a bien rattrapé la situation en demandant à ce que d'autres questions soient posées en attendant, etc. Et alors là, pour le coup, la visioconférence aide puisque j'ai pu ouvrir le fichier, vérifier ce que le juré disait et en l'occurrence qui était faux, mais il avait dû le faire exprès. Et donc, je lui ai expliqué, après 2 ou 3 questions qui étaient passées, je lui ai montré qu'il se trompait sur l'élément qu'il venait d'indiquer. Ensuite, contrairement à toutes les phases de préparation, je n'ai pris évidemment aucune note. Donc, on est vraiment à 100% concentré sur l'oral en cours. Et finalement, durant l'entretien en lui-même, on peut avoir des impressions, on a du ressenti dans la prise de parole de chacun, dans les réponses des autres, etc. Mais encore une fois, ça se passe tellement vite, il faut absolument veiller à avoir des réponses précises, courtes, pour laisser à tous les jurés la possibilité de poser un maximum de questions, que finalement, on ne voit pas le temps passer. C'est quelques minutes après, déjà quand on s'appelle tous entre nous et qu'on fait un débrief, qu'on se dit que tel truc aurait pu être mieux, etc. Et on ne sait jamais vraiment si ça s'est bien passé, mais en l'occurrence, on savait quand même qu'on avait fait ce qu'on pouvait, mais on n'était pas du tout certain d'être lauréat. Ouais, ça c'est très intéressant. En fait, nous, on est obligé de garder une neutralité absolue, même si on a déjà une opinion dans notre tête et qu'on pense que ça va être un oui ou ça va être un non, on ne peut pas le montrer, on peut donner aucun indice, on peut non plus, on peut pas vous poser des questions trop directionnées. Pourquoi vous n'avez pas choisi un autre investisseur financier qui est davantage dans votre secteur? Je ne pourrais pas poser ce type de questions. Je dois poser des questions neutres. Donc, ce que vous dites par rapport à ne pas avoir une idée de si vous avez bien fait ou mal fait, c'est un peu fait exprès parce que tout le format dirige à justement ne pas vous donner des informations ou des impressions que jusqu'à la fin. La seule chose que vous allez avoir, c'est votre impression perso, si vous avez fait de votre mieux ou pas, si tout ce que vous voulez couvrir était là ou pas. Mais à part cela, vous aurez extrêmement peu de retours de notre part. Et c'est fait exprès. Oui. La seule impression, enfin, l'espoir que j'avais quant à l'issue de notre candidature, c'était que
Nous, donc, on est une société de biotechnologie, c'est quand même un domaine très à part. En l'occurrence, aucun des membres du jury n'avait une expérience en santé, mais je sais que c'est vraiment pas une généralité et que il y en a plein qui maîtrisent à fond le sujet des candidats. Et donc, on aurait pu s'attendre à des questions sur la pertinence du projet en termes d'existence d'un marché ou ce genre de choses qu'on n'a pas du tout eu. Et toutes les questions tournaient autour de notre capacité à mener à bien le projet. Il y avait également pas mal de questions financières sur la valo, l'existence d'un lead investor qu'on aurait déjà identifié, etc. Mais malgré tout, c'était effectivement que sur notre capacité à mener à bien le projet. Donc, j'ai supposé que toute la partie pertinence du projet était en quelque sorte déjà validée dans l'esprit du jury. Mais bon, c'était une supposition. Il y a deux questions dans le chat. Je crois qu'elles sont pour vous. Ah, voilà, la deuxième, c'est bon. Alors, l'EIC Grant ou Blended, nous, on a déposé un Blended, donc c'est ce qui correspond à Grant First. Mais malgré tout, on nous a posé des questions, effectivement, sur le lead investor, etc. Donc, je pense qu'il est très important de montrer tous les soutiens et les discussions qu'on a déjà eues. Et en l'occurrence, nous, l'un des points forts qui a été relevé par les examinateurs au cours de l'analyse du dossier complet, c'était le nombre de lettres d'intention et de partenaires différents qu'on avait. Donc, on avait un fonds d'investissement, on avait des sociétés pharmaceutiques potentiellement intéressées par le rachat de notre projet à l'issue du projet mené par l'EIC. On avait des chercheurs, etc., qui pouvaient valider l'aspect technique et l'intérêt du projet. On avait des associations de patients. Donc, je pense que tout ce que vous ne pouvez pas écrire à proprement parler dans le dossier, qui est déjà très long, c'est bien de montrer le soutien que vous avez des parties prenantes, en fait, de tous les acteurs. Et j'avais également eu la chance d'assister au webinaire que Javier avait fait en septembre-octobre. Et justement, vu ces conseils, nous, en l'occurrence, on pêchait en termes d'incentives pour le personnel, enfin les salariés clés et le management de l'entreprise. Et on ne pouvait pas apporter de mesures correctives au moment du dépôt de la candidature principale. Mais par contre, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'en lettre de soutien, on a ajouté une lettre d'intention de tous nos investisseurs et actionnaires pour apporter un incentive au management et aux salariés clés. Ah, super. Ça, c'est vraiment une très bonne manière de gérer les timings du dossier. Il y a pendant ces mois qui se passent entre la candidature et l'invitation au jury, il y a plein de choses qui se passent dans la vie d'une start-up. Et donc, notamment chez vous, c'était ces cas, c'est super. Je suis bien content que vous l'ayez fait. Et autrement, je vois, donc, quels ont été les principaux critères qui ont fait que vous avez été lauréat selon vous? Alors, déjà, je pense que le projet en lui-même collait parfaitement, enfin, collait au principe de l'EIC, puisque c'est dans le champ c'est dans les objectifs de la Commission européenne d'améliorer, enfin, de trouver des solutions thérapeutiques pour tout ce qui est, on va dire maladie du système nerveux central, pour finalement des populations de patients qui sont délaissés. Alors là, je parle pas particulièrement d'Alzheimer, mais on s'attache aussi à la trisomie 21, pour lesquelles absolument aucune solution n'existe. Donc ça, c'était clairement une directive de la Commission européenne, ça rentrait dans les objectifs, en l'occurrence d'H 2020 et d'Horizon Europe. Ça, en termes de pertinence du projet, on cochait les cases. Et sinon, je pense qu'il y a également un gros facteur qui a été décisif, c'est le fait que disons que notre projet, on avait déjà tenté de lever des fonds auprès d'investisseurs professionnels, de fonds d'investissement, etc. Notre projet était trop précoce et même s'il les intéressait, en l'occurrence, on a eu une lettre de soutien,
ils n'étaient vraiment pas prêts à investir compte tenu du risque d'échec qu'il y avait encore pour notre projet. Donc finalement, ça collait parfaitement avec le fait que l'EIC souhaitait prendre un risque conséquent au moment de l'investissement, dès l'instant où il y avait des perspectives de marché et un soutien aux populations de patients fort également. Et il y a une autre question également dans le chat sur quel genre de questions avez-vous eu concernant la capacité à mener à bien le projet? Alors, du coup, on a eu des questions qui tournaient autour de l'intéressement du management et des salariés clés pour la réussite du projet, disons pour loquer le management et les salariés à la réussite de l'entreprise. On a eu beaucoup de questions qui tournaient autour de la pérennité de l'entreprise, sachant qu'en tant que société de biotechnologie, en l'occurrence, on est une start-up, on ne fait pas de chiffre d'affaires. Donc, il y avait des questions en termes de risque d'échec. Et même si jamais le projet était un succès, qu'advenait-il de la société et des salariés en place, etc., à l'issue du projet, puisque nous, en l'occurrence, on souhaite céder le programme à une société pharmaceutique. Il y a eu beaucoup de questions autour de la pérennité de la structure. On a des dirigeants, certains sont assez âgés, donc la question portait également sur leur volonté de poursuivre leurs travaux à long terme, disons. Et je pense également en termes de capacité à mener à bien, il fallait, ce que vous avez souligné, Javier, il fallait absolument être cohérent et convaincant. Donc, nous, on nous a posé beaucoup de questions d'ordre financier pour s'assurer qu'on avait bien la tête sur les épaules également en termes de valorisation, etc. Oui, pour s'assurer qu'on avait pris en compte tous les éléments qui nous permettraient d'aller au bout. Et en l'occurrence, on est une toute petite équipe, à peu près une dizaine. On a eu aussi beaucoup de questions en termes de RH, de recrutement, de nouvelles capacités, etc., pour mener à bien le projet. On fait normalement une analyse préalable de l'ensemble des CV. Et on a les CV de chacune des personnes, un résumé, mais assez précis dans la candidature. Donc, du coup, on met tout ça ensemble, on voit qui fait quoi, qui peut faire davantage des tâches dans la société, et ce qui pourrait manquer dans notre compréhension de où est-ce que la société pourrait arriver. Et donc, à ce moment-là, on essaie d'analyser quelles seraient les capacités manquantes, et c'est pour cela qu'on vous pose des questions là-dessus. Voilà. Et c'est important aussi, du coup, dans la candidature, de prévoir des recrutements et de dire si on n'a pas les compétences déjà en interne. Mais de toute façon, le budget de l'EIC permet de recruter. Donc, il faut absolument avoir identifié les compétences manquantes, ou en tout cas principales, dans le dossier. Merci. Autre question plus liée le temps de décision quand vous avez passé le jury, quand est-ce que vous recevez la réponse ou la notification? Et puis après, à Ravière, quand est-ce qu'est versé en fait le grant et quand est-ce que commencent les négociations concernant la blended? Alors, je ne me souviens plus exactement, mais je pourrais dire que globalement, toutes les dates limites qui avaient été annoncées par l'EIC n'ont pas été dépassées. Au contraire, on avait en général la réponse un peu avant. Il me semble que entre le dossier complet et l'oral, on a dû avoir 4 semaines de délai. Et entre l'oral et la décision, je crois qu'il était annoncé que 2 semaines. Et en fait, ça a été 2 semaines à l'issue de la fin des oraux. Or, nous, on passait au début des oraux. Mais malgré tout, les délais annoncés sont tenus. Oui. En ce qui concerne la négociation, la commission prend contact avec vous immédiatement
après une décision favorable, c'est-à-dire à partir du moment qu'on vous a notifié que la décision est favorable, immédiatement la commission prend contact avec la société. Il y a un certain due diligence check qui est fait. Ça veut dire vous avez présenté des work packages et donc ils vont vérifier l'actionnariat de la société pour voir que ça correspond à ce que vous avez dit. Ils vont vérifier le statut légal de la société. Ils vont faire tous ces types de vérifications qui sont normales, donc pour lesquelles normalement la société a les documents qu'il faut pour pouvoir les fournir tout de suite. Et les grants se déploient, à ma connaissance, assez rapidement, mais ça peut être déployé par tranche. Et donc, je ne suis pas certain comment ça se passe avec la commission, parce que ça, c'est un rapport qui s'est fait directement entre la commission et la société. Mais le retour que j'ai des lauréats précédents, c'est que ça se passe assez bien et assez rapidement. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, là où il y a beaucoup de soucis, c'est dans la partie equity. Le EIC Fund a eu beaucoup de mal à avoir sa propre structure légale se mettre en place avec les critères qui devaient correspondre à un cadre légal, mais aussi qui devaient correspondre au programme européen dans lequel s'insère le EIC Accelerator. Alors, il faut savoir, c'est le seul programme historique de la Commission qui permet d'investir de l'argent public directement dans une société. La Commission investit évidemment dans des sociétés, mais il le fait toujours à travers des fonds d'investissement. Quand il prend des participations dans les fonds, et puis c'est les fonds qui prennent la décision d'investissement dans un certain nombre de sociétés pour diversifier les risques. Alors, le EIC Accelerator a rompu avec tout ça. Il a eu un mandat pour le faire, mais c'est forcément un mandat qui est regardé de très près de tous les pays pour savoir s'il y a un pays qui gagne l'autre, où est-ce qu'il va l'argent public. Et donc, ceci a provoqué des retards très importants dans le déploiement de l'equity. Donc, attendez-vous à des négociations longues, un déploiement d'equity assez long. Il y a plein d'informations sur Internet sur ces délais et même la commission vous donnera un aperçu assez down to earth, assez rationnel sur comment ça se passe. Donc, la partie grant assez rapidement, la partie equity plus tard. Alors, tant qu'à faire, considérez sérieusement proposer des candidatures pour Grant First pour ne pas avoir la pression ou l'impression que vous allez avoir l'equity tout de suite, alors que ces négociations, probablement, ça va prendre du temps. Ça vous fait gagner du temps, ça vous permet de garder la main sur le timing de la négociation de l'equity. Donc, c'est long. Pour l'instant, c'est très long. Je crois qu'ils ont essayé d'améliorer les choses. Alors, je ne sais pas si ça va être effectif, mais nous, on a eu la réponse de l'EIC, comme quoi on était lauréat fin mai. On a déjà eu une première discussion avec notre interlocutrice à l'EIC qui va nous suivre tout le temps. C'est l'investment officer qui est chargé de notre projet. Et il se trouve, alors je crois que c'était dans une communication officielle de l'EIC qui disait que pour la partie grant, tout devait être bouclé, donc versement inclus, dans les 2 à 3 mois suivant la notification. Je ne sais pas si ce sera tenu, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Et du coup, c'est l'investment officer qui se charge d'exécuter un certain nombre de validations de notre business plan, etc. Et pour ça, il faut faire un kick-off meeting. Et elle estimait que après le kick-off meeting, le versement était perçu entre 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines suivant le kick-off meeting. Et ensuite, pour la partie on va dire, investissement en capital, effectivement, il y a un audit. Alors, on est déjà censé être rentré dedans, mais pour l'instant, on s'occupe surtout du grant. Il y a un audit qui est assez long et je crois que récemment, ils ont ajouté un audit technique. Donc, évidemment, ça dépend du cœur de métier de la société. Nous, ça portera sur la propriété intellectuelle, les résultats des travaux, etc. pour s'assurer que les déclarations de l'entreprise dans le dossier complet étaient bien conformes à la réalité parce qu'apparemment, ils ont eu quelques surprises. Donc, c'est un audit qui se rajoute à l'audit financier et juridique qui est de toute façon mené par l'EIC Fund avant d'investir. Mais
ils envisagent, enfin en tout cas c'est ce qu'ils annoncent, qu'on ait signé le contrat avec l'EIC Fund dans 6 mois suivant la notification. Ça me paraît peu, mais tant mieux. Ça me paraît court, surtout qu'en parallèle, vous allez devoir négocier avec vos investisseurs privés et faire en sorte que les deux bouts se rejoignent à un moment donné. Je serais bien content d'apprendre que ça se passe dans les 6 mois. Y a-t-il d'autres questions? Peut-être une par rapport au jury et la possibilité qu'en fait, ils proposent par exemple un autre montant que celui qui a été sollicité par l'entreprise ou changer en fait, s'ils ont demandé à un blended de proposer qu'un grant à la place, est-ce que le jury peut faire ça à la suite de l'oral? Oui, on peut le faire. On a la capacité de le faire. Ça se fait très rarement en ce qui concerne les montants du subside. Ce que nous faisons par contre, c'est évaluer chaque work package pour nous assurer que la partie subside correspond à toutes les activités qui amènent la société à un TRL 8. À partir de là, tout ce qui pourrait faire partie d'un TRL 9 doit être financé avec de l'equity. Et donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est shifter une partie de la demande subside à la partie equity, justement parce qu'on considère que ça ne fait pas partie de TRL 8, mais de TRL 9. Alors, en ce qui concerne la partie equity, on peut, et on l'a fait assez régulièrement dans cette dernière séance au mois de mai, on peut suggérer que la proposition soit considérée grant first pour justement donner le temps à la société de se focaliser sur les work packages techniques qui ramènent la société à TRL 8 parce que ça dérisque la société dans une certaine manière, certainement dans la partie risque technologique, avant de devoir déployer du temps et des ressources à la négociation equity, etc. Et donc, du coup, donner aussi du temps à la société pour entamer davantage de contacts avec les investisseurs privés et en parallèle de la négociation avec les EIC Funds. Donc, ça ne change en rien les montants total demandés. On ne fait plus les changements de montant de l'equity dans le sens, on va vous donner davantage d'argent parce qu'on adore les projets. Si vous avez demandé 5 millions, ça sera 5 millions, ça ne sera pas 6 ou 7 ou 8. Les jurys ne rentrera plus là-dedans, alors qu'auparavant, ça s'était fait. Par contre, il y a ces shifts et il y a la possibilité de vous proposer un grant first plutôt qu'un blended immédiatement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il n'y en a plus dans le chat. Du coup, Pauline, Pierre, est-ce que vous avez une dernière question? Peut-être une question par rapport à la souveraineté technologique et sous quelle forme en fait la commission va réaliser des vérifications là-dessus. Rabia, vous aviez évoqué tout à l'heure les investisseurs étrangers, mais est-ce qu'il y a d'autres points qui peuvent être vérifiés là-dessus? Par exemple, la nationalité des associés, je ne sais pas. Non, pas vraiment. En fait, c'est une appréciation qu'on nous demande au jury. Et dans notre appréciation, c'est une appréciation subjective sur la base des éléments qu'on trouve dans les dossiers et qu'on trouve dans les réponses qu'on obtient de la société. Bon, je vais vous donner des exemples pour clarifier un petit peu plus ce point. Vous savez très bien que dans le EIC Accelerator, il n'y a pas seulement les pays de l'Union européenne, mais des pays associés qui font partie de l'EIC Accelerator et qui contribuent financièrement à l'ensemble de l'argent qui est disponible pour le EIC Accelerator. Notamment, deux exemples, la Norvège ou la Suisse ou l'Israël. Alors, nous avons pas mal de sociétés qui viennent de ces trois pays pour mettre ces trois en avant. Alors, des exemples qu'on a eus. Société norvégienne avec un investisseur clé qui s'agissait de facto d'une société mère qui était basée aux États-Unis. Donc, les fondateurs de la société
américaine étaient évidemment américains, les fondateurs de la société européenne étaient européens, étaient américains aussi, à l'exception des un. Alors, le jury, pendant le temps que nous faisions toute la recherche et les démarches, nous avons trouvé que c'est un seul actionnaire et dirigeant de la société était de facto son client principal. Donc là, clairement, il y avait un gros souci sur le fait que ces sociétés allaient rester en Europe ou pas. C'était vraiment, ils avaient trouvé les moyens de bâtir une structure dont son but, c'était d'avoir des subsides tant de pays que de l'Union européenne. Et donc, forcément, on a refusé ces candidatures. La même chose est arrivée, par exemple, en Israël, avec des sociétés et des technologies exceptionnellement bonnes. Mais donc, les actionnaires étaient des fonds d'investissement américains avec lesquels les fondateurs de la société avaient déjà eu des rapports au préalable avec des sociétés qui avaient eu du succès, qui avaient gagné énormément d'argent, qui étaient sortis en bourse. Donc, du coup, ces investisseurs et les fondateurs avaient non seulement les réseaux aux États-Unis, mais avaient tous les éléments qui indiquaient que la société allait partir aux États-Unis. Et la seule chose qu'ils prétendaient qui allait rester en Europe, c'est les relations avec quelques centres de recherche en Allemagne et en Espagne. Bon, ça ne rassure pas sur la volonté de rester européen de la société et de la technologie. On n'a aucun problème avec ça, mais il faut vraiment que les contenus soient européens. Alors, c'est une question d'appréciation du jury. La commission check ces informations ensuite. Si jamais on dit oui, la commission va quand même faire une vérification très semblable à celle que nous allons faire pendant les Q&A. Mais c'est une appréciation subjective. Merci. Je vous propose de clore notre webinaire. Merci à vous, merci à votre intervention, Ravière, à votre Apparemment, témoignage. il y a une dernière question. Ah, d'accord. Oui, allez. Vas-y. À l'oral ou à l'écrit, la dernière question. Oui, de la parité. C'est un critère d'objectifs plutôt que des réalités. Je m'explique. La Commission, comme vous savez très bien, a un de ses objectifs d'arriver à une parité presque parfaite au niveau de toute l'Europe, mais c'est un projet à très long terme. Et donc, on essaie de s'assurer que dans chaque activité de la Commission, cet élément est tenu en considération. Les jurys évaluent si la société est composée seulement des hommes et qui vient du secteur de l'ingénierie. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un manquement des talents féminins dans certains secteurs? Ça peut se faire, c'est de plus en plus rare. On veut comprendre s'il n'y a pas une parité aujourd'hui, une tendance vers la parité. On veut savoir quelles sont les mesures que la société compte mettre en place. Le plus normal, c'est que la société nous dise que l'élection des nouvelles personnes qui vont recruter se fasse sur la base des capacités plutôt que de la parité. Mais que néanmoins, ils vont probablement distribuer avec plus de force les opportunités d'emploi dans certains réseaux ou dans certaines conditions. C'est plus une aspirational, qu'on dirait en anglais. Donc, on veut bien voir que la société est consciente de ses volontés d'arriver à une parité à un moment donné. Ce n'est pas une parité en pourcentage homme-femme, c'est aussi une parité en termes de responsabilité de chaque poste dans la société. Donc, si on nous présente une société en parité, mais dont tous les postes féminins sont des assistantes, alors que tous les postes de direction sont des mâles, bon, on va avoir un petit peu de difficultés, on va forcément poser davantage de questions là-dessus. Mais c'est un objectif aspirational. Donc, à long terme, on veut voir une volonté de trouver les moyens de les résoudre.
Merci beaucoup. Donc, c'était la dernière question du coup. Merci Sarah et merci Javier. On vous envoie la présentation et puis l'enregistrement. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous, Pauline, Pierre et moi-même pour toute question ou tout accompagnement aussi sur une démarche ici. Merci à vous. Bon après-midi. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.